Alors, c'est vrai que j'écris beaucoup. Hein, donc là, vous avez un petit exemple des bouquins que j'ai écrits. Je m'intéresse à la fois, évidemment, sur les côtés technologiques et scientifiques, qui est mon premier centre d'intérêt, mais je m'intéresse beaucoup aussi, et depuis longtemps, à tout l'aspect culturel qui est autour de ça. Puisque la robotique, comme l'IA d'ailleurs, ce sont des domaines qui font l'objet de beaucoup de romans, plus récemment, beaucoup de films. Et donc, la culture populaire, on va l'appeler comme ça, de tous ces grands films en particulier, vous avez certainement vu, en tout cas les plus importants, eh bien, influence évidemment la recherche, et en même temps, dans l'autre sens, la recherche influence les films qu'on peut voir. Et donc il y a une espèce de boucle étrange, mais c'est aussi l'objet de confusion. Hein. C'est-à-dire qu'on a souvent l'impression que la robotique, c'est ça. Et donc ça, c'est peut-être pas vous, mais la majorité du grand public, quand je vais les voir dans les campagnes reculées, eh bien, quand on pense à un robot, ils imaginent évidemment le T800 de James Cameron ou le T1000. Et ça aussi, c'est une autre vision un peu apocalyptique des robots. Donc vous l'avez reconnu certainement. Hein. Bien, Robocop. Alors ce qu'on appelle un cyborg, hein, donc un être hybride. Un robot, c'est purement machinique, hein, c'est purement mécatronique, d'une certaine manière, en tout cas tel qu'on l'imagine dans la culture populaire aujourd'hui, alors qu'un cyborg, c'est un mixte, un hybride entre un humain et une machine. Donc, beaucoup de gens se demandent, d'où le titre de ma conférence, si finalement le résultat de cette évolution, c'est pas de l'homme, hein, c'est pas d'arriver à nous transformer dans des machines. Hein. Il y a beaucoup de romans qui finissent comme ça, hein, et on finit comme des espèces de robots, ou pire, téléchargés dans un ordinateur, hein, comme des êtres virtuels. Mais d'un autre côté, ce qui est assez étrange, c'est que il y a le sens inverse. C'est-à-dire que de plus en plus, aujourd'hui, les robots ont tendance, hein, dans une certaine mesure, à se rapprocher de la physionomie, en tout cas pour les robots humanoïdes, hein, à se rapprocher de la physionomie des humains. Donc pour illustrer ça, un petit diagramme rigolo. Hein. Certains reconnaîtront une série célèbre qui s'est emparée du sujet justement de la robotique, hein, qu'ils auront reconnu, j'imagine. Si vous ne l'avez pas vu, je vous la recommande vivement. Hein. Battlestar Galactica, c'est vraiment un grand moment. Mais je vais articuler un peu mon speech au moins en deux grandes périodes. Hein. Un petit peu d'histoire, je vais essayer d'aller vite, je vais pédaler vite là pour ne pas y passer trop de temps. Et puis ensuite, pour attaquer un petit peu la robotique actuelle et aussi un peu de perspective vers quoi aujourd'hui, en tout cas quelques pistes sur lesquelles on est en train de se diriger aujourd'hui. Pour moi, pas le seul évidemment à penser ça, mais j'étais un des premiers à écrire sur le fait que la robotique, et c'était de faire des créatures artificielles, remonte finalement à l'origine de l'humanité. À partir du moment où l'homme a commencé à se rendre compte qu'il était différent de ce qui l'entourait, eh bien, il a essayé de représenter les créatures, hein, à la fois les animaux, mais aussi lui-même, l'homme, sous une forme en 3 dimensions, hein, en 2 dimensions, en peignant dans les corps, puis ensuite en les sculptant sur les os, sur des bois. Alors le bois, on l'a conservé, mais j'ai mis une petite image de la Vénus de Brassampoulle, qui est probablement la première figure humaine sculptée sur de l'os, et qui est aussi une pièce d'une grande beauté, hein, qui montre qu'on commence effectivement à représenter l'humain, hein, comme c'est le début en quelque sorte des créatures artificielles. Et on va vite dans cette histoire. Ensuite, après le paléolithique, et il y a évidemment la création des premiers, on va dire, automates, mais les premières sculptures, on a essayé d'adapter à cette conception en 3D, hein, en 3 dimensions des animaux ou des hommes, le mouvement. Parce que qu'est-ce qui différencie l'humain
enfin, le vivant du non-vivant, dans un premier temps, c'est la forme. Ensuite, c'est le mouvement. Hein. Et donc, les Égyptiens en particulier, eh bien, ils avaient très tôt, hein, avant Jésus-Christ, hein, ils ont commencé à mettre dans leur temple et aussi dans leur procession, eh bien, des statues articulées. Des masques à Nubis, alors le prêtre le portait, hein, et puis il répondait à des questions qu'on lui posait. Et les Égyptiens de l'époque pensaient réellement que c'était le dieu. Ils n'étaient pas fous, hein. Et ils savaient bien que le prêtre avait un rôle, il tirait les cordes, puis il avait le masque. Mais à partir du moment, comme c'était un prêtre, pour lui, c'était quand même le dieu qui s'exprimait au travers de ça. C'était l'incarnation, il ne devenait plus finalement un médiateur. Et donc, les créatures artificielles, d'une manière générale, pendant les premiers millénaires, sont très liées, pour le meilleur et pour le pire, je dirais, aux aspects religieux, bien évidemment. Une première grande point important, ça a été évidemment, donc, je ne sépare pas tout le bassin méditerranéen, mais ensuite les Grecs, hein, qui ont hérité un petit peu d'un certain nombre de techniques mises au point par les Égyptiens. Vraiment la création des premiers automates. Hein, automata, c'est un terme grec qui veut dire qui se meut par soi-même. Donc en fait, après le mouvement, il faut que la machine se meuve par elle-même. Donc on enlève finalement le médiateur, le prêtre ou celui qui tire les cordelettes, et on va remplacer ça par une action physique, soit des poids, soit de la vapeur, ou un autre mécanisme qui va faire que, on va obtenir un automate, c'est-à-dire quelque chose qui a une représentation, soit d'un animal, soit complètement mécanique, soit humaine, hein, et qui est capable de mouvement. Et là, ce n'est plus un homme qui l'active, ça va être un mécanique, un procédé mécanique. Donc le plus connu, c'est Héron d'Alexandrie, parce qu'il a écrit toute une collection d'ouvrages, de rouleaux à l'époque, dans la grande bibliothèque d'Alexandrie, et qui malheureusement va disparaître. Mais les écrits vont perdurer, parce qu'à cette époque-là, il n'y avait évidemment pas Internet, il n'y avait pas encore l'imprimerie, et donc les scientifiques, quand ils avaient besoin, ceux qui s'intéressaient à ces sujets, eh bien, ils se rendaient à la grande bibliothèque à Alexandrie, donc déjà il fallait y aller, et ils copiaient les rouleaux, ils se faisaient des copies des rouleaux. Hein, les plus fortunés se faisaient faire des copies et se les faire envoyer, hein, mais en gros, voilà de la manière dont ça marchait. Et en fait, certaines des copies ont transité jusqu'en Europe, hein, et c'est comme ça qu'on a retrouvé un certain nombre de choses, malgré le fait que la grande bibliothèque ait disparu. Donc là, je résume, hein, on a au départ la forme qui différencie, ensuite l'apparition du mouvement au cours de l'histoire, cette histoire d'autonomie, hein, c'est que l'homme disparaît, on essaye de faire que le système se meuve par lui-même, la définition de l'automate, et évidemment, ce qu'on voit arriver derrière, et puis peut-être d'autres choses derrière, c'est l'intelligence. Le stade d'après, c'est donner de l'intelligence à ces systèmes. Alors on ne peut pas évoquer tout ça sans parler d'Ovide, que vous avez peut-être étudié lors de vos études littéraires, si vous en avez fait. C'est un écrivain d'origine romaine, hein, et qui a écrit un ensemble d'histoires qui s'appelle les Métamorphoses, qui sont probablement d'ailleurs des textes qui étaient transmis oralement, mais lui, il les a écrits pour la première fois. Donc on est aux alentours de l'an 0, et il écrit un mythe, un texte qui veut devenir un mythe, qui va être repris ensuite énormément à la fois par les philosophes, mais aussi par les artistes. C'est le mythe de Pygmalion. Donc, je ne vais pas tout vous raconter l'histoire, mais c'est fondateur de toute l'histoire des créatures artificielles. Donc, Pygmalion, c'est un roi, il est déçu par les femmes, et c'est un sculpteur, et donc il crée une statue qui représente pour lui l'idéal féminin, et il va en tomber amoureux, tellement sa statue, la statue qu'il a fait est belle. Et en fait, la déesse Aphrodite va donner la vie à la statue. Et l'histoire se termine bien, rare dans les créatures artificielles, puisqu'il y a même un enfant avec cette créature artificielle. Donc, c'est vraiment un des mythes fondateurs et qui explique pour beaucoup certaines des représentations qu'on a encore aujourd'hui, où très souvent, hein, il faut bien le remarquer, la créature artificielle est plutôt une jeune femme assez attrayante, on va dire,
Et tout ça vient de ce mythe extrêmement ancien. Alors, même si l'histoire se termine bien, eh bien, pour le pauvre Ovide, ça va mal se terminer, puisque si vous relisez un peu les traductions du texte original, c'était assez olé quand même, pour l'époque, hein. Et donc, il va se faire vilipender par l'empereur de l'époque, et il sera obligé de partir de Rome, parce que sinon, sa vie aurait été beaucoup plus compliquée. Donc, ça se termine pas très bien pour lui. Donc, là, je vous mets aussi, ça c'est un changement important, parce que dans beaucoup des religions du bassin méditerranéen, pour ne pas dire toutes, on ne veut pas représenter Dieu. Il y a un problème de représentation. Et en particulier, là, je vous ai mis un des textes du Décalogue, donc un des commandements que Dieu aurait remis à Moïse, hein, sur le fameux mont, là, avec cette histoire de buisson ardent et tout le tralala, quoi, toute cette histoire-là. Et il y a un commandement qui est important, qui est le deuxième commandement, si je ne me trompe pas. Tu ne feras aucune image sculptée, donc aucune image en 3 dimensions, de tout ce qui vit sur Terre, d'une manière, en dessous de la Terre, etc. Donc en fait, tu ne créeras pas de représentation de quelque chose de vivant. Évidemment, l'homme a la capacité de se reproduire, hein, c'est évidemment un des principes, mais il n'a pas le droit de le faire artificiellement, hein. Il n'a pas le droit de créer de la vie en dehors de cette capacité que lui a donnée Dieu. Et ça va vraiment être extrêmement important dans l'histoire des créatures artificielles, puisque pendant des siècles, en fait, essayer de faire une créature, même une statue au départ, hein, eh bien, ça va être considéré comme une transgression. Et vous avez entendu parler de l'Inquisition, en particulier au Moyen-Âge. Eh bien, ces gens-là rigolaient pas du tout. Et donc, si on essayait de passer outre, hein, eh bien, on finissait généralement grillé en barbecue. Et ça, c'est pas... Donc, cette histoire de créature artificielle, dès le démarrage, c'est une histoire de fascination à la fois, d'interrogation sur nos origines et qu'est-ce qu'on est, finalement, qu'est-ce que c'est que l'humain. Et donc, une des manières d'approcher cette question, c'est d'essayer de le reconstruire, de s'interroger, de le reproduire graphiquement, mécaniquement, etc., pour essayer de comprendre. Mais c'est aussi l'histoire d'une transgression, puisque, à côté de ça, les grandes religions, hein, quelles qu'elles soient, toutes les grandes religions du bassin, il n'y a pas que les chrétiens, hein, eh bien, non, c'est mal. Et si tu fais ça, tu seras puni. Et ça va vraiment influer très fortement sur la perception occidentale des créatures artificielles et plus tard de la robotique. C'est qu'en général, quand on écrit des histoires, et on verra en particulier encore plus pendant l'époque romantique, eh bien, ça se finit toujours mal. On va retrouver toujours des scénarios où, d'une part, on a généralement un savant un peu fou qui décide quand même de faire le truc, alors que c'est interdit. Il ne peut pas donner la vie, seul Dieu est capable de le faire, mais il a quand même transgressé, donc il y a une intervention soit divine, par exemple Aphrodite dans le mythe de Pygmalion, ou surnaturelle, on verra avec Frankenstein en particulier, hein. Là c'est les éclairs, on est au 19e siècle, c'est l'électricité qui domine, donc il y a une intervention électrique, et du coup, eh ben, ça prend vie, mais comme c'est une transgression, il y a des malédictions autour de ça, eh bien, boum, ça se finit mal et tout le monde meurt dans d'atroces souffrances. Et ça, ce scénario-là, il est, quand vous regardez avec un petit peu de recul toutes les grandes histoires de science-fiction moderne, hein, en tout cas celles qui sont transcrites de l'écran, bah, c'est complètement ce type de scénario, hein, qu'on revoit, mais je dirais amélioré et arrangé. Donc je passe vite, je ne vais pas vous donner la légende du golem, hein, dans la tradition talmudique, mais c'est également le même type d'histoire. Donc je reviens à mes rouleaux là d'Alexandrie. En fait, ils ont transité par tout le monde arabe et ensuite persan. Ils ont été recopiés. Il y a des grandes écoles de fabricants d'automates. Le plus connu, c'est Al-Jazari, hein, qui crée des automates, et lui aussi écrit des ouvrages entiers sur les automates. Il en crée lui-même. Et donc ça va en fait arriver après, je dirais,
à peu près à l'époque de 800, au niveau de Charlemagne, où il y a des écrits qui montrent que Charlemagne, on lui offre évidemment des automates merveilleux qui ont été construits par les savants arabes. À cette époque-là, on a les seuls automates qu'on a, je dirais en Occident, en Europe en particulier, sont les jacquemars. Donc ces espèces de trucs, vous avez vu certainement dans certaines églises, les clochers, des espèces de gros automates qui frappent les cloches pour sonner l'heure. Hein, donc ça, c'est à peu près ce qu'avait permis l'Église, hein, parce que ça permettait à la fois de donner à peu près l'heure, et également, ça représentait finalement la cité, et ça avait été autorisé. Donc on fait un bond dans le temps assez fort pour aller jusqu'au XVIIIe siècle, et là, on a un changement très important, puisque c'est la grande époque des horlogers, il faut dire que, et des biomécaniciens. Hein, et le premier, le plus célèbre est français, il s'appelle Jacques de Vaucanson, qui plus tard, enfin, en son honneur, on créera le CNAM d'ailleurs. Tous les travaux de Vaucanson étaient à l'origine de la création du CNAM, le Conservatoire national des arts et métiers. Et ce monsieur Vaucanson, eh bien, c'est un noble, une petite noblesse, hein, et qui est aussi, d'après ce qu'on sait, un joyeux fêtard, et qui a plus beaucoup d'argent, et donc il doit absolument avoir beaucoup d'argent pour assurer son train de vie. Et pour y arriver, il va construire 3 automates, les automates de Vaucanson. Donc il y a un joueur de flûte, il y a un joueur de tambourin, et puis d'une flûte du Provençal également, et il y a le fameux canard de Vaucanson. On est à l'époque clairement où la science et la haute technologie de l'époque, c'est la mécanique, hein, la mécanique horlogère en particulier, hein, on arrive à faire des montres d'une précision extrêmement impressionnante, et des horloges d'une grande valeur. Ce sont des véritables œuvres d'art. Et c'est pas étonnant que ces biomécaniciens, par exemple Vaucanson a fait des études de chirurgie et des études de mécanique ensuite, eh bien qu'il ait envie de créer des automates qui reproduisent finalement le vivant, à la fois des humains ou des animaux comme son canard. À chaque fois, il s'intéresse à une particulier du corps humain. Dans le canard, c'est la digestion. Et on a là des photos d'origine du canard. Ce n'est pas des photos qui datent de 1740, puisque la photo n'est pas inventée, mais le canard et les autres automates ont voyagé dans toute l'Europe. Et donc on a récupéré quelques photos autour de ça. Malheureusement, les automates de Vaucanson ont disparu, probablement dans un incendie, et donc on n'a plus de traces de ces machines, si ce n'est ces vieilles photographies, et où on voit le petit canard en haut, là, et puis cet énorme cylindre en dessous, qui est le truc qu'avait inventé Vaucanson. Et en fait, c'est un peu comme dans nos boîtes à musique, hein. Vous voyez les petites boîtes à musique avec les petits clapets qui font de la musique quand ça tourne, puis des petits picots, c'est exactement le principe. Sur le cylindre tourne, et dessus il y a des picots, quand il y a des espèces de cames qui sont en face des picots, et elles sont actionnées au moment où le cylindre passe et le picot devant la came, et du coup ça entraîne un mouvement de la créature. Pour certains, ils voient là le début de la programmation des ordinateurs, parce que pour Vaucanson, on pouvait changer le cylindre et donc mettre des comportements différents sur son canard. Alors si vous voulez voir des grands automates de cette époque-là, il y a ceux des Jacquet de Rose, donc les Suisses, donc à Neuchâtel en particulier, qui sont conservés, eux. Donc c'est un petit peu plus tard que Vaucanson, mais on a la possibilité de les voir, en particulier la fameuse musicienne. Là, on voit le cylindre, hein, on le voit. Et donc, ce sont des pièces aujourd'hui. Moins loin, il y a l'automate de Kinzig au musée des Arts et Métiers, justement, une petite joueuse de tympanon, qui est un instrument sur lequel on frappe avec des petits marteaux, et donc qui est aussi une œuvre d'art qu'avait acheté Marie-Antoinette, blablabla. Je ne vous raconte pas toute l'histoire, parce que, a priori, les cheveux sont ceux de Marie-Antoinette, avant qu'elle soit... Un des automates les plus célèbres, c'est le joueur d'échecs, parce que jusque-là,
avec ces grands automates du XVIIIe siècle, eh bien, on a atteint la haute technologie, comme je le disais, c'est la mécanique, mais on n'adresse pas encore l'intelligence. Et là, il y a un monsieur, il s'appelle le baron de Kempelen, et qui, dans les années 1770, eh bien, parcourt la campagne pour montrer, pour les princes, hein, il ne va pas montrer ça dans les villages, et un automate qui s'appelle l'automate joueur d'échecs. Et clairement, l'idée là, c'est de montrer un automate qui est capable, qui joue aux échecs et qui est capable de jouer contre à peu près n'importe qui. Et la petite histoire raconte qu'il aurait joué contre l'impératrice de Russie, la grande Catherine, et qu'il il se serait agacé parce que la grande Catherine trichait, enfin, elle faisait des trucs pas complètement autorisés. Et donc, à un moment donné, l'automate joueur d'échecs a envoyé balader complètement le jeu. C'était en fait pas un vrai automate. À l'intérieur de l'automate, c'est en fait un truc de magicien. Hein, vous avez vu ces trucs où on ouvre et puis on ne voyait rien, mais en fait, il y a quand même quelqu'un de planqué. Et c'était a priori un officier polonais, qui était unijambiste, qui était planqué dans le truc et qui jouait aux échecs. Ce qui est assez surprenant parce que Kempelen était par ailleurs un vrai automaticien, il avait beaucoup travaillé sur les paroles, sur la reconstitution de la voix en particulier, avec des soufflets. Donc c'est assez, mais c'est pratiquement le siècle le plus connu au monde, hein, donc, et c'est un fake. Il faut bien reconnaître. Hein, donc, et c'est le premier début aussi des échecs, dans tous les sens du terme, dans le domaine de l'IA en particulier et de la robotique, puisqu'on commence par un automate joueur d'échecs, et les échecs, on va les retrouver ensuite pratiquement dans toute l'histoire. Quelque chose qui va changer vraiment les choses, jusque-là, la haute technologie, c'est technologie horlogère. Hein. Je vous parlais tout à l'heure des Suisses. Donc les Suisses, la mécanique horlogère aujourd'hui, elle date en fait des Jacquet-Rose de cette époque-là, des gens qui ont fait leur reconnaissance. Mais la révolution, le 19e siècle est un siècle absolument époustouflant. On a l'impression que le 21e est le siècle où tout change. Mais je vous assure que le 19e siècle, quand on fait la somme des changements qui sont arrivés, c'est vraiment un changement de monde à cette époque-là. Hein. Il y a un nombre d'inventions et de découvertes scientifiques sans commune mesure avec ce qui se passait auparavant. Et l'une d'entre elles, c'est le déploiement de l'électricité. Hein. Auparavant, on était chauffé, s'éclairer avec des bougies. Là, on passe à l'électricité. C'est aussi la révolution industrielle. On automatise les usines, il y a des emplois qui disparaissent, de nouveaux apparaissent. Enfin, c'est vraiment un siècle de changement qui bâtit en fait notre époque qui suit. Et pendant cette époque-là, eh bien, beaucoup d'artistes romantiques, puisqu'on est en pleine période romantique, eh bien, vont s'emparer de cette histoire de la robotique et de la créature artificielle. Alors, on appelle toujours ça, à cette époque-là, des automates. Hein. Le terme de robot n'est pas encore utilisé. Et évidemment, un des romans les plus importants de cette époque-là, c'est Frankenstein de Mary Shelley en 1816, hein, qui écrit cette histoire du monstre. Hein, vous connaissez l'histoire, donc qui est fondatrice un petit peu aussi de l'éthique, d'une certaine manière, d'une réflexion sur la science. Jusque-là, on pensait que la science était forcément positive, elle apporterait que du bien. À partir de ce siècle-là, on s'aperçoit que ce n'est pas forcément le cas. Il y a aussi un autre bouquin que je vous recommande, hein, c'est L'Ève future de Villiers de l'Isle-Adam, là qui est la représentation d'un automate hein, féminin, encore une fois, très inspiré, encore une fois, par Ovide. Mais contrairement à Ovide, l'histoire va se finir assez tragiquement. Donc, c'est un modèle de représentation d'une créature androïde qui va en fait influencer énormément notre vision contemporaine de ce qu'on, en particulier des robots. Le point où on va passer des automates réellement aux robots, eh bien c'est dû à
un auteur tchèque, Karel Čapek, qui va écrire une pièce en 1921, 1921, 1927, je me rappelle plus, j'ai un petit trou. C'est pas grave, non, c'est 1921, qui s'appelle Les robots universels de Rossum. Et en fait, il transpose un peu cette histoire de Frankenstein, donc de cette espèce de créature créée par un savant. Mais là, il n'en crée pas qu'une, c'est toute une civilisation de machines qui est là pour nous aider dans le boulot et en fait pour que nous, on se repose. Et évidemment, ça va finir mal à un moment donné parce que les robots, en l'occurrence, eh bien, ils vont se dire les hommes, ils font plus rien, donc ils ne servent plus à grand-chose et ils vont les exterminer. Et on a vraiment là le scénario qu'on va retrouver dans toutes les histoires ensuite de révolte des machines, où les machines finalement décident à un moment donné de nous zigouiller. Donc ça, c'est aussi à partir de ce moment-là. Et dans ce texte, c'est la première fois qu'on utilise le terme de robot, qui est un terme slave, qui vient de robota, qui veut dire travail forcé, limite esclave. Hein. Et donc, et ce terme va être ensuite repris systématiquement pour parler, on ne parle plus parler d'automates, mais on va commencer à parler à partir de Čapek de robots. Vous savez la différence entre un automate et un robot, en tout cas vous pouvez la deviner. Oui, non, oui, non. Ben, un automate, en tout cas, je ne parle pas des automates industriels, hein, c'est ceux qu'on a aujourd'hui, mais un automate au sens des grands biomécaniciens, c'est une machine, déjà elle est mécanique, mais ce n'est pas ça qui est important, qui est en quelque sorte programmable, hein, comme on l'a dit, mais elle programme, elle réalise indéfiniment les actions qu'on lui a programmées. Mais, par exemple, cette petite musicienne, elle va répéter inlassablement les morceaux de musique qu'il y a sur son cylindre. Et à aucun moment, elle a des capteurs qui sont capables de s'apercevoir, par exemple, que j'ai été trop long à parler, et que tout le monde est parti et qu'il n'y a plus personne dans l'amphi. Alors qu'un robot, lui, il a des capteurs sur son environnement, et donc il va pouvoir adapter son comportement en fonction des situations. Pour moi, ça, c'est vraiment la différence. Hein. Le robot, il est dans son environnement, il est capable de capter un certain nombre de choses, et à partir de là, il peut adapter son comportement, et donc aller vers plus d'intelligence, puisque être intelligent, c'est s'adapter à son environnement, d'une certaine manière. Je ne peux pas ne pas parler de Futura, hein, le grand film de Fritz Lang, Metropolis. C'est la première fois qu'on voit, quasi la première fois, en tout cas, on peut dire ça en tant que tel. Il y a eu un film auparavant, mais qui est très très peu connu. Mais c'est la première représentation du robot au cinéma. Et donc, et à ce titre, elle est fondatrice. Ça va aussi, là, je dirais, forger un peu notre représentation des robots. Donc Fritz Lang, 1928. Ça va influencer en particulier un réalisateur un peu plus proche de chez nous, de notre temps en tout cas. Ça ne vous fait pas penser à un robot, ça? Non? C3PO, c'est clairement un hommage de George Lucas à Futura de Fritz Lang. Je vais passer assez vite sur... c'est la grande époque, là on atteint les années 1950, donc pendant la Deuxième Guerre mondiale, puis après-guerre 1950, la grande période, l'apogée je dirais de la science-fiction qui démarre réellement. Et en particulier, il y a un auteur incontournable qui s'appelle Isaac Asimov et ces fameuses 3 lois de la robotique, où il y a une vraie réflexion sur les interactions entre l'homme et le robot, et où il va effectivement mettre au point ces 3 lois. Donc la Seconde Guerre mondiale, et comme toutes les grandes guerres d'ailleurs, met un pulse, met un boost dans les technologies. Hein. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Et en particulier, les robots vont être pas mal développés dans cette période-là. Le premier robot humanoïde, hein, quasiment, c'est pas construit dans un labo, c'est une société qui s'appelle Westinghouse, c'est un peu l'équivalent de EDF aux États-Unis à cette époque-là. Et donc il construit un robot qui s'appelle Electro, avec son petit chien, je ne sais pas comment il s'appelle le chien, pas grave.
et qui est dans des buts de recherche, mais surtout dans des buts promotionnels de l'entreprise. Hein. C'est un robot relativement impressionnant. Il a l'air un peu jouet comme ça, mais en fait, il est capable de marcher, il tourne la tête. Toute l'intelligence n'est pas dans le robot. Hein. Il est capable de parler. Il a un vocabulaire de 750 mots. Alors, c'est des 33, c'est pas des 33 tours, c'est des 78 tours sur lesquels sont enregistrés les vieilles platines, là, avec des pick-up qui sont enclenchés à distance avec un système de folie, quoi, pour arriver à faire parler le robot et lui faire répondre aux questions. Un autre robot important de cette époque-là, c'est les robots de Gray Walter, qui sont des espèces de petites tortues, là, et qui sont très très simples dans leur conception, mais elles sont quand même capables de comportements relativement complexes. En particulier, elles peuvent aller se recharger, elles peuvent être attirées par la lumière, elles peuvent se repousser en fonction de ce qu'il a décidé, comment il a décidé de les bricoler. Et ça, on voit là les deux grandes tendances de la robotique qui va aller vers l'humanoïde, donc une robotique assez ambitieuse, et puis une robotique plus pragmatique qui va essayer de mimer d'une certaine manière d'autres formes que l'humanoïde. Et là, c'est une espèce de tortue. En fait, on verra un petit peu plus tard qu'elles vont donner un de ses descendants aujourd'hui, c'est le robot aspirateur. Hein, un robot aspirateur, c'est guère plus intelligent que les tortues qu'il avait mis à l'époque en œuvre. Les premiers robots, ensuite, là on est dans les années 60-70, et donc ressemblent à des espèces de machins, de briques de poubelle. Hein. Là c'est un truc qui s'appelle The Beast, et qui est à peu près juste capable de se déplacer lentement et d'aller se recharger à la prise de courant. Donc The Beast s'appelle la bête. Et en fait, encore une fois, elle inspirera beaucoup aussi un autre robot de Star Wars qui s'appelle R2D2. Hein. Donc George Lucas s'est inspiré, en tout cas, pas lui directement, mais le concepteur des robots s'est inspiré de ça. Un robot également célèbre, c'est Shackey, qui a été mis au point à l'université Stanford. Et alors Shackey en anglais, vous avez un super TOEIC, donc ça veut dire tremblement, hein, trembler. Et pourquoi il tremblait? Parce qu'il bougeait difficilement, et à chaque fois qu'il tremblait, qu'il bougeait, on a l'impression que tout allait se casser la figure par terre. Et donc, d'où ce surnom. Et on voit bien que c'est un dispositif purement expérimental. Hein. Il y a un paquet de trucs dessus, avec une plateforme mobile en dessous. Et puis surtout des antennes. Parce qu'un des points importants, c'est qu'à l'époque, on est incapable de mettre l'intelligence dans les robots. Les ordinateurs, ils tiennent dans des pièces. Hein. Les plus petits, voilà, et ils pèsent plusieurs dizaines de kilos. Donc c'est pas possible. Et donc forcément, ces engins ont des antennes. Et qu'est-ce qui arrive qui va changer la robotique? Quelque chose de relativement pratique, c'est 1971, je dirais l'invention entre guillemets des premiers microprocesseurs. Là, le premier, hein, le 4004, hein, mis au point par une société qui aura un petit peu de succès, qui s'appelle Intel, et un monsieur qui s'appelle en particulier Gordon Moore. Le premier microprocesseur, et ça va booster évidemment la robotique, puisque l'intelligence qui était forcément déportée, compliquée, on va pouvoir maintenant faire des robots où on intègre directement dans la machine un petit peu d'intelligence. Je passe sur pas mal d'aspects pour vous pointer des événements un petit peu importants, bien évidemment, en robotique, et en particulier une période importante qui sont les années 80, avec en particulier un roboticien qui s'appelle Rodney Brooks du MIT, hein, qui est toujours vivant et toujours prof au MIT aujourd'hui. On se rapproche dangereusement de notre période contemporaine, là, et qui est un petit peu probablement on va dire le roboticien le plus connu de la planète. Hein. Il a fait vraiment avancer les choses. Il a mis au point, en particulier dans les années 1985, il a beaucoup travaillé sur les humanoïdes, mais également sur des robots insectoïdes. Il a été un des premiers à s'intéresser aux insectes comme modèle de la robotique.
Et ça, il a pu le faire en particulier grâce aux microprocesseurs. Là, il y a une dizaine de microprocesseurs dans ce petit robot là, qui est gros comme ça, là, qui s'appelait Gengis, et qui a eu plein d'avatars ensuite derrière. Il y en a beaucoup. Et l'idée, c'était en fait d'avoir des robots plus simples, mais plus nombreux, éventuellement qui coopèrent, avec une vision qui était plutôt la conquête de l'espace. Au lieu d'envoyer des gros robots, on va envoyer plein de petits robots qui coûtent moins cher, et comme ça, ça marchera mieux. Pour ceux qui s'intéressent vraiment à la robotique du point de vue, je dirais plus théorique, il a mis au point une architecture qui s'appelle l'architecture de subsumption, hein, qui est vraiment un paradigme qui a changé la manière dont on envisageait l'intelligence dans les robots. Jusqu'alors, on avait une approche traditionnelle, c'est-à-dire qu'il y avait des capteurs, on fait des calculs, et puis il y a une action derrière, hein, et plus les calculs sont intelligents, plus le robot est intelligent. Mais un des problèmes avec ça, c'est qu'on peut avoir des temps de calcul qui sont plus ou moins longs, et donc le robot, il n'est pas forcément hyper réactif dans ces cas-là. Et donc lui, il va mettre au point cette architecture où en fait on a des couches de la plus élémentaire, très réactive, presque des réflexes, jusqu'à des couches cognitives, et qui fonctionnent en parallèle. Hein. Et donc ça va faire un boost effectivement dans les techniques robotiques, parce que nous, par exemple, si on met notre main sur la plaque, on n'est pas qu'elle est allumée, quoi. On ne va pas réfléchir. Ça y est, ça monte là-haut. Oh tiens, c'est chaud. Ah oui, la plaque est allumée. Aïe, hop, je retire la main. Hein. C'est pas comme ça que ça marche. Il y a un réflexe. Plac, on retire la main tout de suite. Et voilà, donc ça c'est typiquement les idées de Brooks, hein, et de mettre ça au point dans une architecture un peu complètement hiérarchique dans lequel on a les différents niveaux de comportement qui agissent en même temps dans le système robotique. C'était un petit peu plus long que je voulais, mais bon, là, on va passer maintenant, à partir de là, aux applications qui ont surgi à partir de là. Les plus importantes, évidemment, les plus connues sont celles de production, hein, les robots qui, dans les chaînes de production, réalisent des tâches. Mais même si ce sont des robots, ils ont des capteurs, on est quand même dans des robots qui sont assez proches des automates. Hein. Ils ont peu d'autonomie au sens de prise de décision. Hein. Ils sont là pour répéter des tâches également. D'autres grandes applications suite, après ces années 80, sont les robots d'intervention. Hein. Envoyer des machines qui ont un petit peu d'intelligence pour opérer dans des lieux où on n'a pas forcément envie d'aller. Par exemple, s'il y a une catastrophe nucléaire, on n'a pas trop, si c'est possible, de ne pas envoyer des bonhommes, mais plutôt des machines, c'est plutôt évident. Une des applications de ça, c'est évidemment, là vous avez le petit robot Curiosity, hein, sur Mars, c'est envoyer des robots avec une certaine autonomie, des endroits où apparemment c'est beaucoup trop compliqué, tout du moins pour l'instant, d'envoyer des bons hommes. Hein. Donc là, typiquement, le robot est une solution intéressante. L'autre grand pan qui va se développer, ce sont ce qu'on va appeler les drones. Il y a une certaine autonomie dans la machine, mais toutes les grandes fonctions sont dirigées par quelqu'un qui va téléopérer, hein, un peu comme une télécommande, hein, essayer de contrôler à distance le robot. Alors pas toujours avec des applications sympathiques, hein. Là je vous donne un exemple d'application absolument pas sympathique, qui est très décriée. Il y a aujourd'hui pas mal d'organisations éthiques qui essayent de lutter contre leur prolifération, mais je pense que c'est malheureusement déjà trop raté, quoi. Donc on va devoir apprendre à vivre avec ces drones armés. Alors, jusqu'à cette année, la France n'autorisait pas les drones armés, et puis ça a été changé récemment, là, il y a quelques mois. La France est rentrée dans le bal également, un peu poussée parce que tous les pays y vont les uns derrière les autres, donc à partir d'un moment donné, c'est un peu obligé. D'autres applications de téléopération, c'est évidemment les robots chirurgicaux. Là, un des plus célèbres, qui s'appelle un peu comme ici, c'est-à-dire Da Vinci, et donc qui permet à un médecin d'opérer avec une extrême précision, et puis aussi d'enregistrer certaines opérations. Par exemple, recoudre, il sait le faire tout seul, il n'a pas besoin qu'on lui dise. Mais c'est quand même téléopéré. C'est-à-dire si le toubib enlève son front du robot, et bien automatiquement, ça passe en procédure d'alerte et le système se met
se met en veille et il y a des alarmes qui tintent de partout. Hein. Un des gros avantages, c'est effectivement de répéter avec la meilleure expertise possible certains mouvements qui sont délicats. Et donc d'avoir même un chirurgien qui ne serait pas absolument expert, des techniques qui sont sophistiquées. Ça permet aussi potentiellement d'avoir des interventions à distance. Hein. Le chirurgien spécialiste de telle maladie, il ne peut pas aller, mais s'il y a un robot, il va pouvoir interagir à distance. Je vous ai parlé des robots, là le premier, c'était un gros succès commercial, hein, ces robots aspirateurs, qui ne font pas grand-chose, mais c'était la première fois qu'on avait un robot pour le grand public qui était vendu, non seulement vendu, mais acheté, et qui servait un peu à quelque chose. Je passe très rapidement sur cette diapo-là, pour vous montrer qu'il y a des applications aussi qui sont dont on parle moins, mais qui sont très très lucratives. Et il y a pas mal de sociétés qui vendent ce genre de choses. Je n'approuve pas forcément, hein, je dis simplement, voilà, ça existe, c'est un état de l'art. Hein. Et en particulier, curieusement, aujourd'hui, il y a énormément, ça se développe énormément en Chine. Bon, je ne vous fais pas l'explication pourquoi, c'est pas évident. Hein. L'enfant unique, tout ça, peu de femmes, donc ils ont vraiment un déficit féminin, puisque quand on voulait un enfant en Chine, c'était forcément un garçon. Et donc aujourd'hui, ils sont embêtés. Voilà, bon, les auxiliaires robotiques. Je voulais vous dire 2 mots aussi sur cette idée-là que jusqu'à présent, je vous ai parlé de la vision occidentale de la robotique, hein, clairement, et qui a encore une fois cette histoire de malédiction, de transgression, et qui a beaucoup ralenti les choses. Mais c'est pas le cas partout, en particulier au Japon. Eh bien, ils n'ont pas du tout la même vision que nous. Nous, on est très dualistes. Hein. Il y a Dieu, il y a nous. Il y a la nature, il y a nous. Nous, on est en dehors de la nature, ce qui explique pourquoi à chaque fois qu'on fait quelque chose, c'est a priori contre la nature. Ce n'est pas du tout la vision japonaise, qui est beaucoup plus dans la continuité, et où l'homme fait partie de la nature. Et donc, il se donne le droit, de ce fait-là, quand il crée quelque chose, un jardin japonais, c'est la nature. Même une ville, d'une certaine manière, pour eux, c'est la nature. Hein, donc, alors, ils ne sont pas fous, hein, ils savent bien faire la différence entre une forêt et des buildings, mais vous voyez ce que je veux dire. Il y a une certaine continuité, et donc on n'est pas dans la même conception. Et c'est pareil pour les robots. Donc les robots, ils comprennent bien que ce sont des machines, mais il y a aussi mais pour eux, il y a des esprits. En tout cas, ceux qui suivent, mais ils sont beaucoup la religion shintoïste, eh bien, il y a beaucoup les esprits sont dans tout. Hein, on peut avoir un esprit dans sa voiture, on peut avoir un esprit dans son smartphone, et donc dans les robots également. Et eux-mêmes n'ont pas été d'une certaine manière créés par Dieu, ils sont descendants des divinités. Et donc il y a toujours cette histoire de continuité. Et donc ça a entraîné une relation avec les robots qui n'est pas du tout la même. Pour eux, le robot, eh ben, il ne gêne pas, c'est un auxiliaire, il peut être doté d'un esprit, puisque a priori toute chose peut l'être. Et donc voilà, on n'est pas du tout dans les mêmes idées. Et c'est plutôt vécu comme alors que nous, c'est un monstre qui va se révolter et qui va finir par nous tuer, nous se débarrasser de la planète des humains. Pour eux, c'est plutôt le sauveur de l'humanité. C'est plutôt quelque chose qui va aider les humains, et puis en particulier lorsqu'ils sont agressés. D'où un engouement pour les robots au Japon. Il y a plein d'autres explications sur lesquelles je ne rentrerai pas. Hein. Ils sont assez insulaires, ils ne veulent pas trop d'immigration. Donc les robots, évidemment, avec une population très vieillissante, est une des solutions pour essayer de pallier à ce problème-là. Je vais passer très vite là-dessus, mais c'est important que vous ayez au moins, et puis ensuite on pourra en reparler par la suite, c'est dans les années 70, il y a en particulier un prof japonais qui a mis au point une théorie qui s'appelle la vallée de l'étrange. Ça, en robotique, c'est très important. Hein, c'est aujourd'hui un des paradigmes importants qui a vraiment changé la vision de la robotique. Et jusqu'avant cette théorie-là, eh bien, on pensait que plus un robot
ressemble à un humain, plus on améliorait l'empathie et plus finalement il serait accepté. Et en fait, ce prof japonais a montré que ce n'était pas du tout le cas, qu'au début c'est vrai, quand ça commence à ressembler à un humain, on a de l'empathie qui croît, mais au bout d'un moment donné, ça se casse la figure, c'est ce qu'on va appeler la vallée de l'étrange, et dans lequel on va retrouver les zombies, les morts vivants, voire les cadavres, parce que finalement un robot qui n'est pas tout à fait... qui se comporte un peu d'une manière bizarre. Au tout début, je vous ai montré en particulier les robots du professeur Ishiguro qui se fait des clones carrément. C'est des robots qui sont pleins dans la vallée de l'étrange. Ils jouent avec ça. Puisqu'en fait, quand on les voit, on est plus inquiet que... parce qu'ils ressemblent... Si vous allez au musée Grévin, c'est typiquement le cas. À la fois, c'est fascinant, mais à la fois, c'est un petit peu inquiétant. Ces créatures qui nous ressemblent, mais qui apparaissent un petit peu comme mortes, quoi. Et donc ça, c'est un phénomène important. Ça a beaucoup influé sur la réalisation des robots depuis les années 90-2000. Parce qu'aujourd'hui, on a compris ça. Et donc, dans le design des robots, on va plutôt utiliser des couleurs qui disent on ne va pas faire des petits yeux rouges, parce que là, on sait tout de suite que en fait, notre cerveau reptilien, il dit « Oh là là, lui, il me veut du mal ». Et puis, donc, on va mettre des petits yeux bleus, doux, et on va plutôt faire des morphologies qui ressemblent à un bébé, donc des grosses têtes, et pas trop grands, parce que si on a un grand truc comme ça, on va avoir peur, donc plutôt plus petit que nous. Les robots humanoïdes, la plupart aujourd'hui, font aux alentours d'1m40, justement pour faciliter leur adaptation, et des proportions qui vont, d'une façon inconsciente, nous rappeler un bébé, donc des gros yeux, proportionnalité de la tête qui va faire que le cerveau va dire « Ok, c'est mignon ça, c'est cool, il ne va pas m'attaquer lui, il est gentil ». Et donc beaucoup des robots en fait vont être influencés par ça. C'est pour ça que vous les avez tous un petit peu, vous retrouvez un petit peu toujours de plus en plus ce type de design aujourd'hui. Là, dans les années... c'est pas si loin que ça, 2012-2013, il y a encore une fois un nouvel événement qui va modifier complètement la manière dont l'IA va être perçue, puisqu'aujourd'hui, 2012-2013, il n'y a pas si longtemps, et également qui a un impact très très fort en robotique, c'est l'avènement d'une techno qu'on appelle le deep learning. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc? Eh bien, c'est utiliser des réseaux de neurones comme le système qui va nous permettre d'avoir de l'intelligence dans une machine, et donc a fortiori dans un robot. Donc auparavant, on utilisait plutôt majoritairement des systèmes à base de règles. Il fallait coder les connaissances. Si je vois un camion approcher, alors je tourne le volant à droite pour éviter le camion. Ok, alors encore une fois, je dis ça d'un très haut niveau. Pour faire ça, il faudrait déjà quelques centaines de règles pour arriver à le faire correctement. Donc, cette approche trouve des limites. Premièrement, il faut un nombre considérable de règles pour arriver à aborder la complexité du réel. Donc dans un robot, c'est compliqué. Même avec l'architecture de Brooks, là, ça commence à être compliqué. Et plus il y a de règles, plus il y a de contradictions, plus il y a de problèmes de maintenance. Et surtout, le système n'est pas complètement capable d'apprendre de lui-même des règles. Et donc, ça a sonné un peu la fin de cette approche-là, même s'il y en a qui continuent à l'utiliser d'une certaine manière, pour utiliser des réseaux de neurones. Donc là, la métaphore est claire. On crée des petits automates qui ressemblent un petit peu à nos neurones, et on en met un paquet. Et ils ont cette capacité d'être capables d'exécuter ce qu'on leur a appris. Et bien sûr, ils sont capables d'apprendre à partir d'exemples. Donc ça, c'est magique. Sauf qu'il a fallu attendre... la théorie, on la connaît à peu près depuis... le premier modèle de réseau de neurones, c'est 1943, McCulloch-Pitts. Le premier algorithme un peu performant d'apprentissage, c'est 1985, découvert à la fois par un Français, Yann Lequin, qui est à la tête de l'IA de Facebook aujourd'hui, et George Hinton au Canada, qui est à la tête en gros de l'IA de Google. Enfin, je caricature, je ne pense pas qu'il soit... En tout cas, il est haut placé dans la recherche IA à Google. Mais ça ne marchait pas en pratique.
En pratique, dès qu'on essayait de mettre beaucoup de couches de neurones, eh bien, on n'arrivait pas à prendre correctement le système. Je ne vais pas rentrer dans les détails de l'algorithme. J'ai écrit tout un bouquin là-dessus. Donc, qu'est-ce qui se passe en 2012-2013 ? On voit le petit schéma là. C'est jusqu'à 2012-2013, même 2014. Eh bien, là, c'est sur des tests de reconnaissance d'images. Eh bien, on s'aperçoit que les réseaux de neurones, quand on leur apprenait, eh bien, en gros, si je caricature, ils se plantaient une fois sur deux. Donc, on ne peut pas faire des applications correctes, sauf dans des cas relativement précis, avec un système qui se trompe une fois sur deux. C'est pas possible, ça ne marche pas. Donc, et là, on voit d'un seul coup, à partir de 2013, eh bien, des petits points verts qui passent au-dessus de 80%. Et aujourd'hui, on taquine le 100%. On est vraiment dans des résultats d'apprentissage et des taux de réussite qui sont de l'ordre de ce qu'un humain serait capable de faire, ou même mieux parfois. Et donc ça, qu'est-ce qui s'est passé? Puisque la théorie, on l'avait avant, mais eh bien deux choses. Un, on cherchait la petite bête à mettre quelques images, parce que évidemment, on avait des puissances de calcul qui ont évolué au cours des années. Au début, on n'avait pas beaucoup. En 1985, il y avait les premiers micro-ordinateurs, mais ce n'était pas des puissances de calcul de folie. Or, l'algorithme d'apprentissage, il est très, très gourmand en calcul. En fait, il fait des calculs de matrices, des calculs matriciels, et donc c'est assez voilà, il faut une machine déjà qui est assez adaptée à ça. Et donc, du coup, on mettait peu d'exemples. On donnait peu d'exemples au réseau. Et depuis ce changement-là, en fait, on a un accès beaucoup plus facile aux données. Si on veut apprendre à notre réseau à reconnaître des chats, eh bien, en 1985, ce qu'il aurait fallu faire, c'est prendre son appareil photo et essayer d'aller prendre des photos de chats partout. Donc, c'est compliqué. Alors qu'aujourd'hui, si on veut des photos de chats, eh bien, on tape Google Images et puis on a des millions de photos de chats. On n'a plus qu'à choisir. Et donc ça change les choses. On a un accès aux données beaucoup plus facile. Et donc, on a commencé, au début, dans ces années-là, à mettre... Tiens, si on donnait énormément de données au réseau, et ça marche beaucoup mieux. C'est aussi de choisir des images un petit peu, puisque les images, en fait, elles vont représenter que certains cas de figure. Si on donne énormément d'informations au réseau, énormément d'images, eh bien, il reconnaît beaucoup mieux. Mais vous allez me dire, si on met beaucoup d'images, ça va coûter beaucoup plus en temps de calcul. Mais à peu près dans la même période, on découvre que, encore une fois une découverte empirique, qu'en utilisant les cartes graphiques des ordinateurs, les GPU, Graphical Processing Unit, et qui sont, parce que les images en fait sont les matrices de chiffres, elles sont particulièrement efficaces pour accélérer les calculs lors des phases d'apprentissage. Elles sont très efficaces. Et du coup, il y a une boucle positive. On peut utiliser plus de données, on est très accéléré dans les calculs d'apprentissage par les cartes graphiques. Cartes graphiques, ça ne coûte pas très cher, quelques centaines d'euros, donc milliers d'euros au pire, mais en fait un labo, il peut se payer une carte graphique, il peut même en acheter un paquet, c'est pas un super calculateur. Et donc ça va booster la recherche. On va faire beaucoup plus d'expérimentation, et donc on va mieux comprendre ce qui se passe, et bum, c'est parti. Donc ça, c'est vraiment comme on fait plus d'expérimentation, on va découvrir de nouvelles formes d'architecture, de réseaux de neurones, etc. Et surtout, d'où le nom Deep Learning, apprentissage profond, on arrive enfin à mettre beaucoup de couches de neurones. C'est-à-dire on peut aller jusqu'à plusieurs centaines de couches. Et donc, on peut attaquer des applications relativement sophistiquées qu'on était incapable d'attaquer auparavant. On peut, alors ça représente une armoire de cartes GPU dans les sanctuaires de Google. Donc, c'est assez impressionnant. Mais aussi, là plus récemment, on va intégrer ce type de technologie directement dans les objets. Donc là, c'est un exemple de chip qui est conçu par des chercheurs chinois, et qui va permettre d'utiliser des réseaux de neurones directement dans des robots, par exemple, mais aussi dans d'autres types d'objets connectés.
Donc c'est un changement complètement de paradigme. Hein. Des choses qu'on ne savait pas faire et qu'on n'avait aucune chance de pouvoir faire auparavant, aujourd'hui on va être capable de les faire. Alors évidemment, mettre de l'intelligence dans les objets connectés, réaliser des robots sociaux, hein, des robots qui vont interagir avec nous avec beaucoup plus d'intelligence, puisqu'on va être avec ces fameux réseaux de deep learning. On fait du coup des progrès extrêmement importants dans les robots, la locomotion des robots. On peut du coup enregistrer beaucoup de données et faire des progrès en utilisant des réseaux de neurones qui vont piloter finalement la locomotion. Donc là, Boston Dynamics, hein, vous tapez ça sur YouTube, vous allez voir des choses absolument hallucinantes. Hein. Le dernier qui fait beaucoup plus parler de lui, c'est celui-là, je crois, qui est capable de faire un saut périlleux en avançant. Vous avez certainement vu déjà ça. Une chose qui n'était pas envisageable auparavant, c'est bien sûr la voiture autonome. Moi, j'ai travaillé dans les années 90 à un projet qui s'appelait Prometheus de voiture, et on a essayé de mettre un système expert embarqué, mais en gros, ça marchait pas. Hein. Il fallait beaucoup, enfin, ce que j'ai dit tout à l'heure, beaucoup trop de règles. Enfin, c'était un truc, un sac de nœuds. C'était compliqué. Aujourd'hui, avec des réseaux de neurones profonds, on sait qu'on va arriver à avoir des voitures quasi autonomes, complètement fiables, en tout cas plus fiables que beaucoup de conducteurs aujourd'hui, et qui vont nous permettre d'avoir des véhicules. Donc l'horizon est très proche. Hein. Déjà, il y en a certaines qui existent aujourd'hui, hein, et pas simplement aux États-Unis. Tesla, hein. Renault, par exemple, a fait la démonstration il y a quelques mois d'une voiture entièrement autonome, de niveau 5. Alors il y a des niveaux, hein, je vous passe le truc, mais c'est quasiment sans intervention d'un conducteur. Et donc, voilà, on y est. C'est-à-dire 2025, on aura, déjà on va les voir apparaître progressivement, et on va vers des voitures électriques autonomes. Ça, c'est à peu près clair et à relativement court terme. Donc ça, c'est un changement de société énorme. Hein. Pourquoi? Parce que, alors, on parle là de notre petite voiture de tous les jours, mais ça va impacter en premier lieu probablement la logistique. C'est-à-dire que les camions autonomes, les tracteurs autonomes, tous ces gros engins qui coûtent beaucoup plus cher qu'une voiture vont être équipés et donc ça aura un impact très sérieux sur tout ce qui est logistique et transport. Imaginez que demain matin vous liez à Nice, bah, à part l'avion il n'y a pas grand-chose, et puis bon, il y a le train, ok, mais vous dites à votre petite voiture électrique, écoute, emmène-moi à Nice cette nuit, moi je vais roupiller derrière. C'est quand même cool, non? Alors, je ne sais pas si ça sera autorisé, ce genre de truc, en tout cas peut-être pas tout de suite, mais ça veut dire qu'on sera capable de... Ben voilà, ça change complètement la manière dont on peut envisager les transports. Des applications qui paraissaient également peu envisageables il y a encore quelques années, c'est des exosquelettes. Donc il y a encore beaucoup de progrès à faire dans la gestion de la locomotion, parce que c'est un problème compliqué, mais on fait des progrès. Et là aujourd'hui, on commence sérieusement à penser qu'on pourra faire marcher des gens qui ne marchaient plus. Hein. Et donc il y a déjà quelques démos qui ont eu lieu dans certaines institutions où la personne se lève de son fauteuil et commence à faire quelques pas, alors que c'était inimaginable auparavant. L'autre axe sur lequel je voulais insister un petit peu pour conclure, c'était la miniaturisation. Donc là, on parle de grands robots, on parle de robots qui ont une certaine taille. Un camion, même s'il n'est pas humanoïde, c'est comme un gros truc. Il n'y a rien, d'ailleurs, plus proche qu'une voiture d'un robot. Hein. C'est vraiment, bon, ça n'a pas des pattes, mais il y a énormément d'électronique aujourd'hui dans une voiture. Mais on peut imaginer aujourd'hui, avec les technologies qu'on développe, eh bien, de faire des robots, des micro-robots, des robots plus petits. Donc là, vous en avez un petit exemple. Hein. Il va aller chercher un truc qui est sous la pierre. Donc ça a l'air d'un joyeux bricolage. Il y a aussi des expérimentations, alors qui peuvent être éthiquement critiquables, hein, d'insectes cyborgs, c'est-à-dire d'ajouter sur des êtres vivants des parties robotiques pour tirer parti effectivement, par exemple, de la locomotion bah là, c'est des cafards, hein, mais on arrive à les diriger et puis à leur faire quelques tâches simples. Hein. Des micro-drones.
Donc on imagine les plus gros, enfin ceux qu'on voit sont de cette taille-là aujourd'hui en labo, et il y a des fois les petits drones qui sont grands comme ça, hein, donc c'est plutôt cool. Hein. Donc on peut imaginer évidemment d'autres types d'applications que lorsqu'on a des grosses machines, et pourquoi pas ce qu'on appelle la robotique en essaim, hein, swarm robotics, c'est-à-dire d'en mettre un très 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 grand nombre. Alors des petits robots très simples, mais on va jouer pour attaquer des applications sur un très grand nombre de ces petits robots très simples. Si on se projette un petit peu dans l'avenir maintenant, si on regarde un petit peu plus loin, alors pas demain, eh bien, il y a ce qu'on appelle la grande convergence, hein, NBIC, donc, qui est de dire, bah voilà, quand on va maîtriser plusieurs types de technologies et on sait qu'elles convergent déjà, d'une certaine manière, les unes avec les autres, eh bien, on ira vers une maîtrise de la technologie qui ouvre des champs d'application dont on ne peut même pas encore complètement imaginer leur impact à la fois sur la société, mais sur plein d'autres choses également. Donc les nanotechnologies, la capacité de réaliser à l'échelle moléculaire des systèmes, hein, donc vraiment à l'échelle d'un atome ou d'une molécule, créer des systèmes en assemblant à ce niveau-là. Donc l'électronique, évidemment, bien en avance sur ce type d'études, mais il n'y a pas simplement l'électronique. Les matériaux aussi, aujourd'hui, travaillent sur ces aspects-là. Les biotechnologies, être capable de modifier d'une certaine manière ce que nous a pondu la nature. Donc là, on en parle beaucoup moins de la robotique et de l'IA en ce moment, mais il y a des progrès faramineux. Hein, vous avez peut-être entendu parler d'un système qui s'appelle CRISPR-9, non? Eh bien, c'est une espèce de système qui permet de faire des modifications génétiques. Jusqu'alors, on bricolait un petit peu dans le génome, et de temps en temps, ça marchait. Là, avec ce système, c'est quasiment des ciseaux génétiques, hein, qui permettent de modifier le génome d'une façon extrêmement précise et de remplacer certaines parties du génome. Et en particulier, il y a des sociétés qui travaillent énormément aujourd'hui. Donc il y a quelques années, il y a eu une société que je vous conseille de suivre qui s'appelle la société Venter, V-E-N-T-E-R, hein, avec un de ses fondateurs, Craig Venter, qui est assez décrié, mais ils font des choses qui au moins changent un peu la vision des biotech. Il a créé un virus artificiel, il a créé une cellule minimale, et surtout, il y a quelques années, il a créé une bactérie artificielle, donc en fait une cellule artificielle. Il a pris une bactérie, il a enlevé l'ADN, il l'a étudié sur un ordinateur, il l'a modifié, il l'a remis dans la bactérie, et il a fait que la bactérie se multiplie. Et évidemment, la bactérie a été modifiée et est capable de nouveaux comportements. Donc ça ouvre évidemment des applications auxquelles... qui laisse un petit peu aujourd'hui pantois en médecine, bien sûr, mais aussi, par exemple, dans les énergies pour créer de nouveaux fuels, plein d'applications. La technologie, gestion de l'information et tout ce qu'on a parlé en IA et en sciences cognitives. Donc en rapprochant ces différentes technologies, eh bien, avec un certain niveau de maîtrise, ça veut dire qu'on serait capable de faire des systèmes extrêmement petits, hein, à l'échelle moléculaire, et dotés de capacités qui, aujourd'hui, nous laissent un petit peu des difficultés, en tout cas, à se projeter dans cet avenir. Imaginez que vous voulez faire un drone, pourquoi je vais m'embêter? Je vais prendre une mouche, et je vais la hacker gentiment, je vais lui rajouter... un peu de système et la reprogrammer d'une certaine manière pour qu'elle fasse ce que j'ai envie de faire. Donc c'est un peu caricatural ce que je dis, mais à un certain moment, c'est envisageable, ça devient possible. En tout cas, c'est possible de l'imaginer aujourd'hui. Alors ce moment où, en fait, on ne sait plus trop bien prédire ce qui va se passer d'un point de vue technologique, c'est ce qu'on appelle la singularité technologique. Alors, elle a été vulgarisée par un monsieur qui s'appelle Ray Kurzweil, dont vous avez peut-être entendu parler, et qui est un ancien du MIT et qui a fait fortune
en particulier avec la reconnaissance vocale et aussi la reconnaissance de caractères. C'est un des pionniers de l'OCR, la reconnaissance optique de caractères. Il est à l'origine aussi des pianos Kurzweil. C'est le premier à avoir fait des instruments numériques, mais qui sont dans un instrument classique. Donc des pianos qui ressemblent, par exemple, ou des guitares ou des violons qui ressemblent à des instruments classiques, mais en fait le son est produit d'une façon numérique. Donc il a été l'inventeur de ces trucs-là aussi, en tout cas le pionnier sur ce système-là. Aujourd'hui, c'est un des directeurs de développement de Google, et en 2005, il a publié un bouquin qui s'appelle The Singularity is Near, la singularité est proche. Donc son raisonnement est de dire, la technologie, notre intelligence nous permet de créer de la technologie, mais la technologie en retour, elle augmente notre intelligence. Et donc cette boucle-là, d'après lui, hein, elle va s'accélérant. Et donc, à partir d'un moment, ça va tellement s'accélérer que finalement, les machines qu'on va produire vont avoir une puissance de calcul telle qu'elles dépassent la puissance de calcul qu'on peut imaginer à mettre en œuvre avec tous les humains, par exemple. Et donc, il montre, en s'appuyant sur une comparaison, sur une loi qui s'appelle la loi de Moore. Moore, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est un des fondateurs d'Intel. Et dans l'histoire des microprocesseurs, il a établi une loi empirique, c'est-à-dire, ben voilà, tous les 2 ans, en gros, hein, eh bien, on est capable de doubler la puissance d'un microprocesseur. Et on réduit au même coût, hein, pour un produit du même coût. Et donc, évidemment, quand on met ça sur un diagramme, eh bien, on s'aperçoit que ça trace une jolie exponentielle. Et donc, ce que dit Kurzweil, c'est que si on continue cette courbe-là, eh bien, on va dépasser l'intelligence de tous les humains assez rapidement, hein, dans les 2030, et qu'on aura ce qu'il appelle donc cette singularité technologique en 2045. Donc 2045, c'est demain d'une certaine manière. Hein. Et donc, alors pourquoi singularité? Parce que pour lui, c'est comme un trou noir. Donc d'où ce nom de singularité. C'est que derrière, on ne sait plus prédire ce qui va se passer. Donc l'intelligence, hop, elle grimpe, et à un moment donné, on est capable de faire une machine tellement intelligente qu'elle nous dépasse toutes, qui sera capable de s'améliorer elle-même, et là, on est parti sur un truc. Donc, je fais partie de ces détracteurs. On est un certain nombre de scientifiques à dire, bon, c'est une jolie expérience de pensée, mais il n'y a pratiquement aucune chance que ça arrive. Je vous rassure. Enfin, je ne sais pas si ça vous rassure, mais parce que pour un certain nombre de raisons. Premièrement, dans son raisonnement, il se base sur la loi de Moore. Or, la loi de Moore, depuis 2004, elle a du plomb dans l'aile. Hein, elle commence à stagner. Aujourd'hui, on n'augmente plus la fréquence de fonctionnement des microprocesseurs, on n'y arrive plus beaucoup, parce qu'on arrive un peu aux limites de la techno. Par contre, on rajoute des cœurs, mais bon, on ne va pas pouvoir en rajouter infiniment. Bon, il y a d'autres technos potentiels qui viendront peut-être, mais en tout cas, se baser uniquement sur la loi de Moore, ça trouve des limites. Deuxième argument, sa courbe infinie, là, comme ça ne tient absolument pas compte des ressources. Or, il y a plein de choses qui peuvent arriver qui vont faire que, même si en théorie on peut avoir une courbe comme ça, admettons que ce soit possible, en pratique, ça a peu de chances d'arriver. Hein, les ressources ne sont pas infinies, par exemple. Donc, une croissance infinie, comme ça peut se faire que si aussi on a des ressources infinies. Alors lui, il dit non, mais de toute façon, ce sera tellement intelligent que ça trouvera un moyen de... Ah, ok, d'accord. Voilà, je ne peux rien contre ce type d'argument. Mais surtout, la puissance de calcul, ce n'est pas l'intelligence. Hein, c'est vraiment... Alors son raisonnement, je caricature un peu, il est un petit peu plus compliqué que ça. Mais c'est pas parce qu'on a une énorme puissance de calcul qu'on a des systèmes plus intelligent. Forcément. Il faut aussi faire des progrès dans la compréhension de comment faire des programmes intelligents.
Donc ça, c'est un point important. Je peux écrire un programme très bête. Si je mets 200 GPU pour l'exécuter, c'est pas pour ça qu'il sera plus intelligent. Le programme sera toujours aussi bête. Donc ça a évidemment son raisonnement à un certain nombre de limites. Toujours est-il, et je terminerai sur ce slide-là, c'est que il faut, dans ce type de technologies qui vont avoir un impact dans les années qui viennent extrêmement important sur la société. J'ai juste donné l'exemple des voitures autonomes, mais ça va avoir un impact très très fort dans le domaine de la santé également. Hein. Alors là, plutôt pour notre bien, en tout cas, il faut espérer. Mais voilà, dans toutes ces technologies qui ont un impact fort, eh bien, il vaut mieux pas laisser, je dirais, la main uniquement à certaines personnes. Alors, évidemment, les scientifiques, les technologues, les politiques. Il faut que tout le monde s'en mêle et que le citoyen puisse donner son avis. C'est déjà loupé pour les drones de combat. Hein. Là, on ne nous a pas demandé notre avis et ça y est, ça existe. Mais bon, il y a une réaction assez positive, je pense, de toute la communauté scientifique aujourd'hui pour dire, OK, il faut mettre de l'éthique dès le début maintenant, comme ça a été le cas en médecine, pour ne pas arriver à des systèmes qu'on pourrait regretter cruellement ensuite. Voilà. J'ai dépassé un peu, mais... Ouais.